Vous savez, quand vous jouez à Tetris et que les blocs sont montés à un niveau où vous n'avez plus le temps de réfléchir, vous ne faites que réagir jusqu'à ce que ce soit inévitablement la fin de la partie? Eh bien, ces pilotes font face à une situation très similaire, mais ce n'est pas un jeu auquel ils jouent, et plus ils en font, plus la situation va empirer. Oh merde! Que se passe-t-il? Restez à l'écoute. Quand un pilote nouvellement qualifié s'installe pour son premier vol commercial, il est déjà qualifié pour occuper ce poste et réaliser la plupart des tâches du commandant de bord expérimenté à ses côtés. Évidemment, on n'en attend pas moins, mais la seule façon d'y parvenir est de connaître l'avion sur le bout des doigts, aussi bien en conditions normales qu'en situation d'urgence, et pour cela, il faut un simulateur. Le temps passé dans le simulateur est quelque chose que les nouveaux élèves pilotes attendent à la fois avec impatience et appréhension, car c'est une expérience très intensive. Et ce qu'ils vivent là-dedans peut et doit laisser une impression très forte. Donc, puisque cette formation est cruciale, on s'attend à ce que les simulateurs soient très précis, non? Eh bien, les deux pilotes impliqués dans l'histoire d'aujourd'hui le pensaient certainement, et cela aura des conséquences très graves. Les deux pilotes travaillaient pour la compagnie canadienne long courrier Air Transat depuis 1997. Ils ont commencé par piloter le Lockheed L1011 TriStar avant de passer sur l'Airbus A310 en 2001 et 2004 respectivement. Leur première impression, la plus marquante et formatrice, du biréacteur gros porteur A310 aurait eu lieu dans le simulateur A310 où ils ont pu se familiariser avec le pilotage de l'avion et s'entraîner aux techniques et procédures dont ils auraient besoin par la suite. Au cours d'environ 2 mois, ils ont enchaîné les scénarios dans le simulateur, allant des décollages, approches et atterrissages normaux à une large gamme d'urgences et de pannes dans le cadre de ce qu'on appelle une qualification de type. Grâce à cela, ils ont appris à ressentir ce que c'est que de piloter l'A310 de façon instinctive, ou du moins c'est ce qu'ils pensaient. Ils n'avaient aucune idée que le simulateur sur lequel ils s'entraînaient différait en réalité de l'avion réel sur 2 points cruciaux qui allaient bientôt jouer un rôle direct dans cette histoire. Tout d'abord, le simulateur était programmé pour reproduire le modèle Airbus A310-221 qui avait un moteur légèrement moins puissant que la 310-308 utilisée par Air Transat. Et même si cela avait évidemment été signalé, cela signifiait que les pilotes auraient eu une perception inexacte des véritables performances maximales de décollage et de montée de l'appareil. Deuxièmement, le simulateur ne reproduisait pas fidèlement les forces de contrôle que les pilotes auraient ressenties pendant toutes les phases de vol. Vous voyez, sur les petits avions, où les manches à balai sont directement reliées aux surfaces de contrôle de vol par des câbles, les pilotes peuvent ressentir les forces aérodynamiques grâce au retour direct dans leurs manches à balai. Concrètement, cela signifie que plus les surfaces de contrôle se dévient, plus l'air change de direction et plus la force aérodynamique augmente. Ainsi, la force de retour augmente, rendant le tir plus difficile et ramenant le manche à balai vers la position neutre. C'est important car cela rend difficile la surcorrection de l'avion, puisque pour produire une grande déviation, il faut également exercer une grande force. Mais cela concerne les petits avions. Sur les avions de ligne comme l'Airbus A310, le manche à balai n'est pas directement relié aux commandes de vol, donc la force de retour est simulée par un dispositif appelé l'ordinateur de retour d'effort et de limitation. Cet ordinateur calcule la force nécessaire pour déplacer le manche à balai en prenant en compte la position actuelle des gouvernes, la vitesse, le nombre de Mach, la position de la compensation, puis applique artificiellement cette force calculée sur les manches à balai. Cela permet aux pilotes de ressentir ce que font les gouvernes, même s'il n'y a pas de connexion directe réelle avec elles. Cette force de retour est aussi le principal moyen pour nous, pilotes, de savoir si la compensation du stabilisateur est bien réglée. Le réglage de la compensation correspond à la position du stabilisateur horizontal, déterminant la tendance naturelle de l'avion à cabrer ou piquer sans action sur les commandes. Par exemple, si le stabilisateur est en position neutre ou basse alors qu'on veut monter, il faudra tirer sans cesse sur le manche pour maintenir la montée, ce qui montre que la compensation n'est pas bien réglée pour cette phase de vol. L'avion n'est donc pas correctement compensé. Pour corriger cela, nous pouvons alors ajuster la compensation jusqu'à ce que nous n'ayons plus besoin d'exercer de force sur le manche à balai pour maintenir l'avion en montée, et lorsque nous avons atteint cet état, on dit que l'avion est compensé. Il faut se rappeler que le stabilisateur horizontal réglable est plus puissant que les gouvernes de profondeur, qui servent à cabrer ou piquer l'avion.
Et cela est particulièrement vrai à des vitesses plus élevées. Ainsi, si la compensation est proche de la limite, les pilotes ne pourront pas contrer le mouvement du trim, peu importe la force appliquée sur le manche. Il faudra alors ajuster le trim et déplacer le stabilisateur horizontal. Et avec tout cela en tête, vous pouvez probablement comprendre pourquoi il était problématique que ce simulateur d'A310 utilisé par Air Transat ne reproduisait pas fidèlement cet effet. Dans le simulateur, les élèves pilotes parvenaient sans difficulté à contrer la force d'assiette du stabilisateur, même à des vitesses largement supérieures à 250 nœuds malgré un stabilisateur complètement déréglé. Et c'est ce que nous, dans l'industrie de la formation, appelons une formation négative. Vous voyez, la formation n'est positive que si elle est précise et qu'elle inculque des comportements qui seront utiles dans des situations réelles. Une formation négative peut pousser les pilotes à mal réagir sous pression, comme nous le verrons. Mais bien sûr, personne ne savait que c'était le cas avec ce simulateur. Cela n'avait jamais été signalé à qui que ce soit. Avançons donc jusqu'au 5 mars 2008 à l'aéroport international Jean-Lesage de Québec, dans la ville de Québec, au Canada. Les deux pilotes mentionnés plus tôt se préparaient à piloter le vol 211 d'Air Transat, un court trajet vers Montréal après un vol transatlantique depuis Paris. Le rapport final ne précise pas l'âge des pilotes ni leur nombre total d'heures de vol, mais nous savons que le commandant de bord était copilote sur l'Airbus A310 depuis 2004 et qu'il avait récemment été promu commandant de bord après avoir réussi son contrôle de compétences sur simulateur et effectué quelques vols d'entraînement en ligne. Il avait moins de 100 heures comme commandant de bord sur le A310 lors de l'incident. Et lors de son dernier entraînement en janvier, il avait revu la procédure en cas de vitesse anémométrique non fiable avec son instructeur. Mais le court vol que ces deux pilotes s'apprêtaient à effectuer n'était pas un vol ordinaire pour le commandant de bord car, au lieu d'un copilote, son copilote allait être un instructeur chargé d'évaluer le commandant de bord pour sa qualification ETOPS, c'est-à-dire l'exploitation prolongée des avions bimoteurs. Cet instructeur était commandant de bord sur l'A310 depuis 2001 et instructeur depuis 2002. Et dans ce rôle, il effectuait à la fois des contrôles en ligne comme celui-ci. Il assurait aussi des formations sur simulateur, donc il maîtrisait bien son fonctionnement. Maintenant, pour le commandant de bord inexpérimenté, le fait que ce court vol allait également être un contrôle a probablement ajouté au stress qu'il ressentait. Et cela a entraîné automatiquement une charge de travail plus élevée. Vous voyez, lorsqu'on est en contrôle, il y a toujours une tendance chez les pilotes à douter d'eux-mêmes et à essayer d'opérer parfaitement, ce qui, ironiquement, conduit souvent à commettre plus d'erreurs. Et dans ce cas, le stress aurait été particulièrement élevé parce qu'il y avait plusieurs facteurs qui promettaient de rendre ce vol plus difficile que la normale. Je vais tout vous expliquer. Je déteste que mon téléphone m'interrompe, surtout pour un message indésirable ou un appel automatisé. Maintenant, vous êtes-vous déjà demandé d'où tous ces spammers obtiennent vos coordonnées? Eh bien, il s'avère qu'il existe toute une industrie de courtiers en données douteux qui peuvent, tout à fait légalement, vendre vos adresses e-mail, informations financières et coordonnées à quiconque souhaite les acheter. Il s'agit souvent de banques, d'annonceurs, de compagnies d'assurance et même de criminels. Vous pouvez demander à chaque entreprise de supprimer vos informations, mais cela doit se faire individuellement et prend beaucoup de temps et d'efforts. C'est là qu'intervient le sponsor du jour, Incogni. Vous voyez, Incogni s'est spécialisé dans le fait de contacter toutes ces entreprises en votre nom et de les obliger à vous retirer de leur liste. Incogni s'assurera ensuite du respect de la réglementation et continuera à vérifier que vos données ne figurent pas sur d'autres sites de courtiers tant que vous êtes client. Après mon inscription, j'ai directement accédé au tableau de bord et constaté que mes données étaient vendues par au moins 60 entreprises différentes. Incogni les relance désormais sans relâche, comme une armée privée à mon service. Donc, si vous voulez commencer à protéger votre vie privée en ligne, utilisez le lien ci-dessous qui est incogni.com/pilot. Si vous utilisez cela avec le code PILOTE, vous bénéficierez d'une réduction incroyable de 60% sur votre abonnement annuel. Merci Incogni. Maintenant, où en étais-je? Ah, oui. Le premier problème évident auquel l'équipage était confronté était la météo. C'était l'hiver à Québec et l'ATIS en service indiquait une visibilité d'un peu plus de 600 mètres avec de la neige soufflée et tourbillonnante, ce qui réduisait temporairement la visibilité à seulement 400 mètres. En même temps, le vent était également assez fort, soufflant de l'est à 24 nœuds avec des rafales allant jusqu'à 36 nœuds et un plafond nuageux relativement correct à 1700 pieds.
À cause du vent et de la neige, la piste était contaminée, alternant plaques de neige tassées, zones dégagées et congères de neige meuble jusqu'à 2,5 cm de profondeur. C'était donc déjà assez délicat, mais la principale préoccupation des pilotes lors de la préparation du vol était la portée visuelle de piste, ou RVR. C'est une mesure spécifique de la visibilité tenant compte de la lumière ambiante, souvent relevée avec des émetteurs spéciaux installés le long de la piste. Ce jour-là, la portée visuelle de piste était annoncée à 1800 mètres, ce qui aurait été acceptable dans des circonstances normales, puisque Air Transat autorisait ses équipages à décoller tant que la RVR était d'au moins 1200 mètres. Mais comme le commandant de bord avait moins de senteurs sur l'A310 en tant que commandant, il était limité à 2600 mètres à la place. L'instructeur, quant à lui, était qualifié pour une RVR de 600 mètres ou plus, donc l'équipage a conclu qu'avec la RVR annoncée à 1800 mètres, cela serait suffisant pour qu'il puisse décoller. Mais en réalité, cela n'était vrai que si c'était l'instructeur qui était le pilote en fonction. L'équipage avait décidé que le commandant de bord le moins expérimenté serait le pilote en fonction, car il passait le contrôle. Mais ils en ont quand même conclu qu'il serait légal de décoller puisque l'instructeur avait cette limite inférieure. Or, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, ce que le rapport final soulignera également plus tard. En gardant ces conditions à l'esprit, les pilotes ont fait leurs calculs pré-vol, incluant vitesse de décollage, poussée et réglage du stabilisateur. Maintenant, examinons chacun de ces éléments un peu plus en détail avant de continuer. Normalement, nous calculons les vitesses de décollage V telles que la vitesse de décision V1 ou la vitesse de rotation VR à l'aide d'un tableau dans le manuel d'exploitation ou d'une application de performance si disponible. Ces calculs tiendront compte du poids de l'avion, de la température, de la pression et de l'état de la piste, qu'elle soit sèche, mouillée ou contaminée. Dans ce cas, l'équipage savait que la piste était contaminée, c'est-à-dire qu'il y avait de l'eau stagnante ou de la neige. Et dans ce cas, les vitesses V et les performances devaient être calculées manuellement et de manière beaucoup plus laborieuse. Mais les pilotes ne l'ont pas fait. Ils ont juste utilisé les vitesses V pour piste mouillée, ce qui était faux. Mais ce n'est pas la première fois que j'entends parler de pilotes prenant ce raccourci. Avant la généralisation des logiciels de sacoche de vol électronique, ces calculs étaient vraiment pénibles. Donc, je suppose qu'ils ont simplement regardé dehors, décidé que la piste était probablement plus mouillée que contaminée et s'en sont contentés, ce qui aurait été nettement plus facile. Mais bien sûr, ces calculs pour pistes contaminées sont pénibles pour une raison. Il y a des pénalités de performance assez sévères associées à la contamination. Si vous utilisez les vitesses V1 pour une piste mouillée alors qu'elle est en réalité contaminée et devez interrompre le décollage, la piste pourrait être si glissante que l'avion ne pourra pas s'arrêter à cette vitesse. En fait, cela n'a eu aucun impact sur ce qui va bientôt se passer, mais ce n'était pas le seul problème avec les calculs pré-vol de l'équipage. Les procédures d'Air Transat pour décoller sur une piste contaminée obligèrent les pilotes à utiliser la puissance TOGA, soit la poussée maximale de l'avion. Normalement, on n'utilise pas la poussée maximale pour le décollage si on peut l'éviter, car cela provoque une usure accrue des moteurs, plus de bruit et une consommation de carburant plus élevée. Mais quand la piste est contaminée, on veut cette puissance supplémentaire à cause des pénalités de performance que je viens de mentionner. Dans ce cas, utiliser la poussée maximale aurait aussi un impact concret sur le pilotage de l'avion. Comme il s'agissait d'un court trajet dans l'après-midi, peu de passagers avaient réservé et ils allaient également transporter beaucoup moins de carburant que d'habitude. Tous ces facteurs faisaient que leur Airbus A310 était bien plus léger que ce à quoi les pilotes, surtout le nouveau commandant à gauche, étaient habitués. La poussée maximale et un avion léger leur promettaient bientôt des performances de décollage impressionnantes. Et c'est quelque chose qui aurait mérité d'être abordé lors du briefing, mais cela n'a pas été fait dans ce cas. Souvenez-vous que le simulateur utilisait des moteurs moins puissants que ceux de l'avion réel. Eh bien, puisque la poussée maximale sur l'avion réel était supérieure à la poussée maximale dans le simulateur, et puisque les décollages à poussée maximale étaient assez rares, il est très probable que le commandant de bord n'était pas préparé au niveau de performance qu'il allait bientôt expérimenter. Quoi qu'il en soit, pour finir, les pilotes avaient également calculé qu'ils devraient régler la compensation du stabilisateur à 1,9 degrés cabré pour le décollage. Maintenant, le réglage de la compensation pour le décollage est extrêmement important et il est ajusté afin que l'avion soit équilibré pendant le décollage et qu'il ne soit ni trop lourd du nez ni trop léger du nez lorsqu'il atteint la vitesse de rotation.
Ce réglage garantit que chaque rotation se ressentira de façon similaire, peu importe le poids ou la vitesse. Ici, la compensation n'a pas été réglée très cabrée car l'avion était léger. Avec un avion plus lourd, un réglage bien plus élevé serait utilisé. En fait, la compensation maximale cabrée sur l'Airbus A310 est de 14 degrés, donc 1,9 degré était en réalité plus proche de la position totalement piquée, soit moins 3 degrés, que de la position totalement cabrée, ce qui vaut la peine d'être retenu. Après leurs préparatifs, calculs et briefing terminés, les pilotes ont demandé le pushback et ont quitté le point de stationnement peu après 14h, 30h locales. Les moteurs ont été démarrés l'un après l'autre et, après avoir reçu leur autorisation de rouler, les pilotes ont commencé à rouler vers la piste pour un décollage depuis la piste 06. Alors qu'ils effectuaient le trajet vers la piste, les contrôleurs de la tour les ont soudainement appelés et leur ont donné une nouvelle autorisation de départ modifiée. Pour améliorer l'espacement avec l'avion devant eux, le contrôleur leur a demandé, après le décollage, de virer à droite au cap 110 et de maintenir 3000 pieds pour le transfert au contrôleur d'approche de Québec. Cela signifiait que les pilotes allaient devoir stabiliser l'avion assez rapidement après le décollage, ce qui impliquait également qu'ils devraient utiliser une procédure de montée différente de celle qu'ils avaient prévue. Lors d'une séquence de montée normale, le manuel d'Air Transat leur indiquait d'utiliser le mode profil du système de gestion de vol, dans lequel ce système commande le pilote automatique et la manette des gaz pour suivre un profil de montée programmé selon la vitesse, le taux de montée et l'angle de montée souhaité. Mais pour la procédure de stabilisation à basse altitude, les pilotes devaient utiliser le mode SRS ou système de référence de vitesse dans lequel le pilote automatique modifie l'assiette de l'avion pour maintenir une vitesse de référence sélectionnée par l'équipage. Maintenant, lors d'une montée en mode profil, la manette des gaz extérieurs réduit automatiquement la poussée moteur de la poussée de décollage à la poussée de montée à 1500 pieds, mais en mode SRS, c'est le pilote surveillant qui doit penser à effectuer ce réglage manuellement. Il est important de noter que le début de toute montée doit se faire sans pilote automatique, le pilote suivant alors les indications du directeur de vol. Le directeur de vol est une superposition sur l'écran principal qui indique au pilote les actions à suivre pour garder la vitesse, l'altitude et le cap choisi. Compte tenu de cela, les actions après le décollage auraient dû être les suivantes. Dès que l'avion décollait, le pilote surveillant disait « Vario positif ». Le pilote en fonction vérifierait alors que la montée est bien positive, puis annoncerait « train rentré » et le pilote surveillant rentrerait le train d'atterrissage. Après la rotation, le pilote doit stabiliser l'avion à la vitesse et au profil de montée souhaité à l'aide du directeur de vol. À 400 pieds, il poursuit alors selon la nouvelle autorisation reçue. Initiez un virage vers 110 degrés en demandant au pilote surveillant d'entrer cette valeur dans le panneau de contrôle de mode, puis assurez-vous que le mode cap est sélectionné et commencez à tourner en suivant le directeur de vol. Après cela, le pilote en fonction doit également engager le pilote automatique, mais Air Transat n'a pas précisé exactement à quel moment cela devait être fait. À 1500 pieds, le pilote en fonction doit demander la mise en poussée de montée et le pilote surveillant doit réduire la poussée à la valeur appropriée, du moins dans le cadre de cette procédure à basse altitude. Le pilote automatique stabiliserait l'avion à 3000 pieds, puis le pilote augmenterait la vitesse à 250 nœuds et demanderait la rentrée des volets et becs. Ce type de procédure définie permet de garder la charge de travail sous contrôle lorsque la situation devient intense, et être conscient de la suite apaise non seulement la situation, mais permet aussi à l'autre pilote d'identifier toute erreur. Sachant cela, voyons maintenant ce qui s'est passé dans ce cas. Après avoir appris qu'il devait effectuer un palier à basse altitude, les pilotes auraient dû faire un briefing plus approfondi, car cela impliquait une procédure différente. Mais même s'ils n'étaient pas vraiment pressés ici et qu'aucun avion ne se trouvait derrière eux, cela n'a jamais vraiment été fait. Les pilotes ont terminé leur checklist, demandé à l'équipage de s'asseoir, puis à 14h09, le vol 211 a été autorisé à décoller de la piste 06. Le commandant de bord, pilote en fonction, a observé le bout de la piste à faible visibilité, a avancé les manettes de poussée pour les laisser se stabiliser, puis a appuyé sur les boutons TOGA. Cela a fait rugir les deux moteurs et l'avion léger a rapidement commencé à accélérer sur la piste. Et c'est à ce moment-là que les choses ont commencé à très mal tourner. Dans ce qui ne peut être considéré que comme un incroyable coup du sort, au moment même où l'instructeur s'apprêtait à annoncer « rotation », son casque s'est partiellement débranché, provoquant un sifflement aigu assourdissant dans son casque. Pendant 5 longues secondes,
Il a alors tâtonné avec le casque jusqu'à ce qu'il parvienne à le rebrancher, pour se rendre compte qu'il n'avait jamais annoncé la rotation et que l'avion était toujours au sol. Le commandant de bord aurait dû remarquer l'oubli de l'annonce de rotation quand l'avion a dépassé la vitesse VOR et amorcé la rotation. Il restait responsable du vol. Il faut noter qu'il s'agissait du premier décollage par faible visibilité du commandant sur ce type d'appareil et il se concentrait sûrement surtout à l'extérieur pour maintenir l'appareil sur l'axe de la piste malgré les rafales de vent. Ainsi, lorsque l'instructeur a finalement crié « rotation » de façon paniquée avec 5 secondes de retard, l'avion volait déjà à une vitesse de 182 nœuds, soit 44 nœuds au-dessus de la vitesse VOR. Grâce à la vitesse, au moteur en poussée maximale, TOGA, et à la légèreté, l'avion a bondi dans le ciel dès que le commandant a tiré sur le manche. Le commandant de bord a vite compris que sans contrôle, il dépasserait vite la vitesse limite pour la configuration volettes et becs de bord d'attaque 15. Souvenez-vous, le commandant pilotait alors manuellement, cherchant à suivre le directeur de vol qui indiquait de combien il devait cabrer pour garder la vitesse voulue. Et dans ce cas, comme la vitesse de l'avion était très élevée au décollage, le directeur de vol lui indiquait de cabrer très fortement pour ramener la vitesse à la valeur prévue. Mais en même temps, le directeur de vol lui indiquait aussi de tourner à droite vers le cap sélectionné de 110 degrés que les pilotes avaient dû pré-régler avant le départ. Bien qu'aucun virage ne doive être effectué sous 400 pieds sous le stress, il s'est probablement concentré sur le directeur de vol et a instinctivement tourné à seulement 40 pieds du sol. En relevant le nez et en inclinant l'avion à droite, il réalisa qu'il faudrait cabrer au-delà de 20 degrés pour conserver la vitesse de montée, dépassant l'assiette maximale des opérations normales. Il était donc vraiment coincé, car sans cabrer au-delà de 20 degrés, il risquait de dépasser la vitesse limite des volets à moins de réduire la poussée. Mais aussi, s'il décidait d'enfreindre les règles et de cabrer à plus de 20 degrés, il serait alors beaucoup plus difficile d'atteindre le niveau d'altitude inférieur qui leur avait été autorisé. Pendant ce temps, ce décollage très inhabituel avait tellement perturbé le raisonnement de l'instructeur qu'il avait oublié d'annoncer « montée positive », ce qui fait que le commandant de bord avait lui aussi oublié d'annoncer « rentrer le train ». À présent, l'avion montait à un taux de 6300 pieds par minute avec une vitesse de 213 nœuds, les volets et le train d'atterrissage toujours sortis et la poussée toujours en mode TOGA, ce qui les plaçait dans une situation extrêmement instable. Pour aggraver la situation, il n'était plus qu'à quelques secondes de voir commencer à se mettre en palier pour ne pas dépasser les 3000 pieds. Environ 22 secondes après le décollage, le commandant a demandé l'activation du pilote automatique que l'instructeur a effectué, espérant ainsi calmer la situation. Avec 3000 pieds sélectionnés dans la fenêtre d'altitude, le pilote automatique a commencé, dès son activation, à piquer l'avion vers l'avant pour l'amener à l'assiette de palier. 2 secondes plus tard, alors qu'il montait à 1700 pieds, le commandant a aussi demandé la rentrée des volets, normalement prévue à 3000 pieds, mais il voulait sans doute éviter de dépasser la vitesse maximale des volets. En entendant cela, l'instructeur a rentré les volets, mais laissé les becs de bord d'attaque sortis à 15 degrés. En faisant cela, il a aussi remarqué qu'il n'avait pas rentré le train d'atterrissage et l'a fait, réduisant encore la traînée de l'avion. Au milieu de ce chaos, aucun pilote n'avait remarqué qu'ils avaient aussi oublié de réduire la poussée de montée à 1500 pieds selon la procédure de palier à basse altitude. Et cela signifiait bien sûr que les moteurs produisaient toujours la pleine poussée de décollage. Il est important de rappeler qu'à ce stade, à part le casque de l'instructeur, il n'y avait eu aucune panne dans cette situation, juste beaucoup de poussée sur un avion très léger. 5 secondes après l'activation du pilote automatique, le commandant de bord a compris qu'il ne pourrait sans doute pas stabiliser l'avion à 3000 pieds après une montée si rapide. Il l'a donc maintenant désactivé, déclenchant une alarme de déconnexion du pilote automatique stridente qui continuerait de retentir pendant la majeure partie des événements qui allaient à suivre, car tout cela était loin d'être terminé. Il suffisait de réappuyer sur le bouton de déconnexion pour couper l'alarme, ce qui montre à quel point le commandant de bord était probablement dépassé par la situation. Seulement 27 secondes s'étaient écoulées depuis le début de la rotation, et tant de pensées l'assaillaient qu'il avait sans doute atteint sa limite face aux nouveaux stimuli. Et, pour aggraver les choses, l'instructeur ne faisait pas grand-chose pour aider. Vous voyez, en tant que personne ayant moi-même effectué ce genre de contrôle en ligne, où l'on agit réellement en tant que copilote, je sais que l'instructeur doit être un membre actif de l'équipage et aider à guider le pilote moins expérimenté. Bien sûr, je ne veux pas piloter à leur place, mais il est essentiel d'être calme, serviable et organisé,
surtout si les choses tournent mal, pour éviter que l'élève ne soit dépassé, ce qui était le cas ici. Il est bien sûr possible que l'escalade rapide de cette manœuvre ait également dépassé l'instructeur, et en partie à cause de cela, la situation allait maintenant empirer encore davantage. L'avion a grimpé au-delà de 2400 pieds, avec une vitesse verticale de plus de 5000 pieds par minute, et le commandant de bord a alors commencé à pousser le manche à balai vers l'avant pour tenter d'amorcer la mise à l'horizontale. Mais dans sa configuration actuelle, l'avion voulait vraiment continuer à monter, donc il a dû exercer un effort important sur les commandes pour y parvenir. Que faites-vous quand vous sentez beaucoup de force dans votre manche à balai? Oui, vous compensez. Maintenant, une grande partie du problème ici venait en fait du fait que les moteurs étaient à poussée maximale, car sur l'Airbus A310, avec ses moteurs situés sous les ailes, une poussée accrue créait également un moment cabreur sur l'ensemble de l'avion. Mais le commandant de bord était maintenant principalement concentré sur sa vitesse et son altitude, et il ne s'était toujours pas rendu compte que la poussée était bien trop élevée. Pour soulager l'effort sur le manche à balai et faciliter l'arrêt de la montée, il a actionné les interrupteurs de trim électrique et compensé en piqué durant 3 secondes. Il ignorait que durant les 5 secondes d'activation du pilote automatique, celui-ci compensait déjà en piqué pour atteindre l'altitude sélectionnée. Donc, à ce stade, la position de compensation était déjà passée de 1,9 degré cabré à environ 0. En maintenant les interrupteurs de compensation en piqué pendant encore 3 secondes, le commandant de bord a involontairement déplacé la compensation jusqu'à la butée électronique en piqué, soit environ moins 2,7 degrés. Maintenant, ici, il est probablement judicieux de parler de la manière d'utiliser correctement la compensation lorsque vous pilotez ce type d'appareil. D'abord, vous contrôlez l'appareil pour obtenir l'assiette voulue, puis vous compensez pour supprimer les efforts de commande. Ne contrôlez pas et ne compensez pas simultanément, car il devient presque impossible d'évaluer la compensation nécessaire et il est facile de surcompenser. Il était désormais clair que le commandant de bord peinait à gérer la charge de travail. Dès qu'il s'est laissé déborder par l'avion et a commencé à laisser passer des éléments importants, il n'a pas réussi à se ressaisir. Et au milieu de la panique et de la confusion qui en ont résulté, il a alors commencé à commettre des erreurs vraiment graves. Ici, la compensation vers le nez a sans doute soulagé les fortes forces de contrôle du commandant de bord, mais a aussi provoqué un renversement très rapide de l'assiette. Alors qu'il continuait à compenser vers l'avant, l'avion a dépassé l'altitude assignée, a atteint une hauteur maximale de 3100 pieds, puis est passé à une descente de 2000 pieds par minute, tout cela en l'espace d'environ 7 secondes. Cela signifiait que maintenant, seulement 42 secondes après le décollage, l'avion descendait avec une assiette nez en bas de moins 2 degrés, ses moteurs toujours en poussée Toga et le stabilisateur entièrement compensé vers le nez. C'est une combinaison vraiment terrifiante. La vitesse a alors rapidement augmenté, passant d'environ 200 à plus de 240 nœuds en quelques secondes. Cette descente soudaine et cette accélération rapide auraient été extrêmement désorientantes pour le commandant de bord, et comme ils étaient maintenant dans les nuages, sans aucun repère extérieur, le commandant de bord a probablement commencé à ressentir ce que l'on appelle l'illusion somatographique. Dans ces circonstances, le système vestibulaire humain ne distingue pas une accélération d'un cabrage, car tous deux affectent l'oreille interne de la même façon. Cela signifie qu'une accélération peut être confondue avec un cabrage, alors qu'il s'agit en fait d'un piqué provoquant cette accélération. Les pilotes apprennent à ignorer cette illusion somatographique et à se fier à leurs instruments, mais sous stress intense, ils restent vulnérables à ces illusions et plus enclins à agir en fonction d'elles. En fait, il est très probable que le commandant de bord subissait maintenant les effets de l'illusion somatographique, car même si l'avion piquait du nez, il n'a pas ramené le nez au-dessus de l'horizon. Il n'a fait que de légères corrections, peut-être par crainte d'un décrochage dû à l'impression d'assiette accabrée. Pour atténuer cette sensation, le commandant a réduit la poussée des moteurs, mais cela a accentué la tendance à piquer du nez à cause de leur position sous les ailes, comme évoqué plus tôt. Et alors qu'il ramenait maintenant les manettes de poussée, sa main a accidentellement heurté les leviers Toga. Ce sont 2 petits interrupteurs sur les manettes de poussée, utilisés pour lancer rapidement une remise de gaz lors d'une approche interrompue. Maintenant, ces leviers de remise de gaz étaient programmés pour placer le système de vol automatique en mode remise de gaz si les volets ou les becs étaient sortis. Les becs étant encore à 15 degrés, cela signifiait que le mode remise de gaz s'est activé. Cela a provoqué le retour immédiat des manettes de poussée en position Toga, tandis que les becs ont commencé à se rétracter automatiquement pour la remise de gaz et que la vitesse a de nouveau commencé à augmenter.
Pendant ce temps, le commandant de bord avait toujours l'impression que l'avion cabrait et ne comprenait pas pourquoi sa vitesse augmentait malgré tout. Peut-être subissait-il une panne anémométrique. Rappelez-vous, le commandant de bord avait récemment révisé cela avec son instructeur, donc c'était sûrement encore frais dans sa mémoire. Mais le fait est que l'indicateur de vitesse était bien sûr parfaitement correct et cohérent avec la configuration et l'assiette dans laquelle il se trouvait maintenant, mais avec sa conscience de la situation gravement dégradée, le commandant de bord ne s'en rendait tout simplement pas compte. À ce stade, il était tellement dépassé qu'il n'a pas non plus appliqué la procédure d'anémométrie douteuse, qui aurait consisté à adopter une assiette et une poussée connue, ce qui aurait permis une montée peu prononcée et stable. S'il avait fait cela, cela aurait en fait résolu le problème, mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Alors que cela se produisait, l'instructeur a vu l'avion piquer du nez sans que le commandant n'agisse pour corriger la situation. Il a crié « Hé, tu piques du nez !» pour essayer d'attirer l'attention du commandant de bord sur l'indicateur d'assiette, mais le commandant de bord n'a pas réagi. L'instructeur a donc répété son avertissement, à nouveau sans réponse. Le commandant de bord était sans doute submergé par les tâches et n'a pas entendu les avertissements. Avec une telle charge de travail, on peut perdre en audition car le cerveau réduit les stimuli, ce qui semble s'être produit ici. Mais Air Transat avait formé ses équipages à considérer le pilote en fonction comme étant inapte s'il ou elle ne répondait pas à 2 avertissements consécutifs, ce qu'on appelle la règle des 2 appels. Si cela se produisait, le pilote surveillant devait prendre le contrôle de l'avion pour garantir sa maîtrise. C'est exactement ce que l'instructeur a fait. Lorsqu'il a dit « j'ai les commandes », il est devenu pilote en fonction et le commandant de bord a lâché les commandes. C'était la bonne chose à faire dans ces circonstances, étant donné que le commandant de bord avait perdu la conscience de la situation et n'était plus capable de maintenir l'avion sur une trajectoire stable. Et vous pourriez penser qu'avec le transfert des commandes à l'instructeur plus expérimenté, cela devrait régler le problème, non? Mais en réalité, la situation allait maintenant empirer. En réalité, lorsque l'instructeur a repris les commandes, il n'avait pas une vision complète de la situation. Comme le commandant de bord n'avait pas communiqué qu'il utilisait la compensation pour piquer du nez, l'instructeur n'avait aucune idée que c'était le cas. Et le seul indice direct que la compensation était embutée avant était la position de l'indicateur de compensation sur la roue de compensation manuelle qui se trouvait sur le côté de la console centrale. Ce lieu n'est pas facile à regarder dans ce contexte. Comme je l'ai mentionné plus tôt, normalement nous, les pilotes, déterminons la position de la compensation au ressenti en fonction des forces que nous sentons dans le manche à balai. Mais puisque l'instructeur venait de prendre les commandes sans véritable passation formelle, ce type de ressenti était absolument impossible. À la place, dès que l'instructeur a commencé à manœuvrer, il a entendu l'alarme de survitesse car l'avion a brièvement dépassé la vitesse maximale pour les becs de bord d'attaque à 15 avant leur rentrée complète. Il a alors baissé les yeux et, à sa grande surprise, vu le système de vol en mode remise de gaz. Il a donc déconnecté la manette des gaz extérieurs et réduit la poussée des moteurs. Maintenant, avec l'alarme de survitesse et l'accélération, cela avait du sens, mais comme l'avion était totalement compensé nez en bas et que la poussée des moteurs sous les ailes diminuait, l'effet total allait provoquer un mouvement du nez vers le bas encore plus violent. En fait, dès que l'instructeur a réduit les niveaux de poussée, l'assiette est passée de moins 3 degrés à moins 7 degrés et le taux de descente a immédiatement augmenté à 3000 pieds par minute. En réaction à ce brusque piqué, l'instructeur a tiré sur son manche à balai, mais à sa grande surprise, l'avion ne répondait tout simplement pas. Vous vous rappelez que j'ai dit que le stabilisateur est plus puissant que les gouvernes de profondeur, surtout à grande vitesse. Ils volèrent désormais à plus de 250 nœuds, le stabilisateur presque totalement cabré vers le nez en bas. Et cela signifiait que la force aérodynamique sur le stabilisateur était si forte que les gouvernes de profondeur ne pouvaient pas la compenser, peu importe à quel point le pilote tirait sur le manche. La seule façon de sortir de cette situation était de réduire la compensation vers le nez en bas, mais cela ne s'est pas produit pour 2 raisons différentes. Vous vous rappelez la formation sur simulateur donnée aux pilotes d'Air Transat ? Eh bien, dans le simulateur, il était possible pour le pilote de surmonter la compensation du stabilisateur à grande vitesse en utilisant une force relativement faible. Donc, l'instructeur pensait qu'il devrait pouvoir sortir l'avion de cette plongée en utilisant sa colonne de commande, peu importe le réglage de la compensation. Mais ce n'était tout simplement pas vrai. Tous les pilotes savent que le stabilisateur est plus puissant que les gouvernes de profondeur, mais rappelez-vous ce que j'ai dit sur le simulateur qui laisse parfois une impression incorrecte.
Eh bien, on a tendance à ne pas croire que le simulateur puisse se tromper à ce point sur un aspect aussi fondamental du comportement de l'avion en vol, donc je peux comprendre comment l'instructeur en est arrivé à cette façon de penser. Mais en même temps, nous, les pilotes, savons aussi que si nous subissons des efforts de commande extrêmes, nous devons utiliser la compensation du stabilisateur pour réduire ces efforts. Mais dans ce cas, l'instructeur ne l'a pas fait, et cela était dû à une deuxième idée reçue liée à la première. Vous voyez, pendant les années 1980 et 1990, plusieurs incidents sont survenus impliquant l'Airbus A310 et l'A300 apparentés. Dans ces accidents, le système de compensation avait contribué à chacun d'eux. L'instructeur, alors aux commandes, pensait que l'excès de compensation des pilotes avait causé ces incidents. En réalité, ce n'était pas le cas. Dans la majorité de ces incidents, le pilote automatique a déplacé la compensation jusqu'en butée avant de se déconnecter et les pilotes n'ont pas appliqué assez de compensation pour récupérer la situation. Mais comme il avait cette idée fausse, c'était probablement la deuxième raison pour laquelle il hésitait à trop bouger la compensation. C'est pour cela, mes amis, qu'étudier ce type d'incident en détail est si important. Ce type de discussion approfondie, je les ai régulièrement avec mes membres Patreon lors de nos rencontres Zoom bimensuelles. J'aimerais vraiment vous y voir la prochaine fois. Un lien pour rejoindre Patreon doit se trouver ci-dessous dans la description. Finalement, ces deux fausses croyances de l'instructeur ont transformé la perte de contrôle en une vraie urgence. L'avion descendait rapidement vers le sol, et la seule façon de récupérer était de compenser en cabré, ce que l'instructeur a d'abord refusé de faire. Il continuait donc à descendre pendant que l'instructeur tirait de toutes ses forces sur le manche à balai, luttant contre des efforts de commande extrêmes. Certains indices suggéraient aussi qu'il affrontait plus que de simples forces aérodynamiques. Le commandant de bord a déclaré plus tard qu'à ce moment-là, il craignait toujours qu'il ne cabre trop, probablement parce qu'il était encore sous l'effet de cette illusion somatographique. Donc, selon lui, il a en fait placé son bras devant le manche à balai pour limiter toute action de cabrage. Le commandant de bord n'a pas précisé s'il avait exercé une pression à piquer, et l'enregistreur de vol n'a pas enregistré la position individuelle du manche de chaque pilote, donc nous ne le saurons jamais avec certitude. Il est possible que le commandant ait activement poussé à piquer pendant que l'instructeur tentait de cabrer. Quoi qu'il en soit, alors qu'il descendait à 1800 pieds à 3000 pieds par minute, l'un des pilotes a accidentellement enclenché son micro et a diffusé plusieurs secondes de dialogue paniqué sur la fréquence du contrôleur aérien. Décollage. Tabarnak! Qu'est-ce qui se passe? Ben oui, je le fais! On monte. C'est bon, t'as minute. Quand c'est ça, check. En même temps, la vitesse indiquée continuait d'augmenter au-delà de 345 nœuds, ce qui signifiait que, de nouveau, le bruit terrifiant de l'alarme de survitesse commençait aussi à envahir le cockpit. Cela fut rapidement accompagné par le système GPWS qui se mit également à retentir. Ne descendez pas, terrain, taux de descente, redressé, trop bas, terrain. Cela signifiait que les deux pilotes savaient probablement que s'ils ne corrigeaient pas la situation dans les 30 secondes suivantes environ, ils allaient s'écraser. Mais ce qu'aucun des pilotes ne savait, c'est que les astres commençaient enfin à s'aligner pour leur offrir une mince opportunité de se rétablir. L'instructeur a affirmé ne pas vouloir utiliser la compensation par crainte d'aggraver la perte de contrôle, mais l'enregistreur de données de vol a relevé 6 actions de compensation à cabrer lors de la descente, chacune durant moins d'une seconde. Les enquêteurs ont conclu que ces actions étaient sans doute involontaires, l'instructeur heurtant plusieurs fois les interrupteurs de compensation en tentant de redresser le nez de l'avion. De plus, un système automatique appelé système de compensation de vitesse déplaçait lentement le stabilisateur vers la cabrée. La compensation de vitesse, fonction de l'ordinateur d'augmentation de vol de l'A310, ajuste automatiquement sa position selon la vitesse de l'avion. Il fait cela pour améliorer la maniabilité, mais il ne se déplace pas très vite. Au fur et à mesure que la vitesse du vol 211 augmentait, la compensation de vitesse déplaçait lentement le stabilisateur à cabrer à une vitesse maximale d'un 20e de degré par seconde, ce qui s'accumulait avec le temps. En conséquence de ces deux facteurs mineurs, la position à piquer du stabilisateur était passée de moins 2,7 degrés au début de la perte de contrôle à seulement moins 1,2 degrés lorsque l'avion est descendu à environ 1500 pieds.
Et avec ce réglage du stabilisateur, il était tout juste possible pour l'instructeur de commencer à relever le nez s'il tirait suffisamment fort. Cela signifiait que, alors qu'il continuait maintenant à tirer encore et encore, le taux de descente diminuait lentement. Et, à une altitude de seulement 995 pieds au-dessus du sol, l'avion est finalement sorti de la plongée. Alors que l'avion passait en montée légère, la vitesse a atteint un impressionnant 370 nœuds bien au-dessus du maximum autorisé pour l'appareil. Par la suite, d'autres corrections ont été enregistrées et les forces exercées sur le manche ont commencé à diminuer. Ils étaient enfin hors de danger. En remontant à 2600 pieds, le commandant a lancé un appel pan-pan au contrôleur et a aussi demandé une altitude supérieure. Pan, Air Transat. Air Transat 211, Air Transat 211. Nous avons un petit problème. Nous demandons l'altitude, au-dessus de 5000. Nous demandons jusqu'à 10 000 pieds. D'accord? L'avion restait sur la fréquence de la tour, car dans le chaos, personne n'avait pensé à contacter le contrôleur d'approche. En réponse, le contrôleur de la tour leur a simplement proposé de contacter la bonne fréquence. À ce moment-là, ce n'était pas vraiment ce dont l'équipage avait besoin, mais il s'avère que le contrôleur de la tour ne savait pas ce que signifiait un appel pan-pan, car il était rarement utilisé en Amérique du Nord, et il n'a donc pas compris qu'il avait affaire à un appel d'urgence. En entendant cela, l'équipage de conduite a oublié de réellement entrer la nouvelle fréquence, ce qui signifie que le commandant de bord a simplement répété son appel pan-pan à la tour, et cette fois, il a ajouté qu'il rencontrait un problème d'indication de vitesse. Finalement, toute la confusion a été dissipée. L'avion était dans la bonne configuration et sur la bonne fréquence. Ils ont reçu l'autorisation de monter plus haut et ont demandé aux contrôleurs de confirmer leur vitesse et altitude, vérifiant ainsi que leurs instruments affichaient les bonnes valeurs, ce qui était déjà le cas. Cela a suffi à rassurer les pilotes, qui ont annulé leur appel d'urgence et poursuivi leur vol vers Montréal. Le vol s'est poursuivi normalement et 45 minutes plus tard, l'avion a atterri en toute sécurité puis a roulé jusqu'à son poste de stationnement. Tous les passagers ont débarqué sans blessure signalée et nous ne savons pas comment l'équipage de cabine et les passagers ont vécu cette perturbation, mais cela n'a sûrement pas été agréable. Une fois en sécurité au sol et les moteurs coupés, les deux pilotes ont débriefé cet événement, mais malgré leurs efforts, ils ne comprenaient pas ce qui s'était réellement passé. Quand l'incident a été signalé à Air Transat, la compagnie a d'abord cru qu'un cisaillement du vent en était responsable, donc le Bureau de la sécurité des transports du Canada a jugé inutile d'enquêter. Mais il est ensuite apparu que l'équipage de conduite avait signalé un problème d'indication de vitesse. Et lorsqu'ils ont appris cela, le BST a finalement lancé une enquête 14 jours après que l'incident se soit produit. À ce moment-là, l'enregistreur phonique du poste de pilotage, qui ne conservait que les 30 dernières minutes, avait déjà été complètement écrasé. Mais les pilotes eux-mêmes et l'enregistreur de données de vol étaient heureusement toujours là et ont donc pu combler la plupart des lacunes. Le BST a conclu que l'incident résultait de plusieurs facteurs: préparation insuffisante au décollage haute performance, rotation tardive, mauvaise utilisation de la compensation par les deux pilotes, manque de communication, saturation des tâches, perte de conscience de la situation et réponse d'urgence inadéquate aggravée par une formation sur simulateur inexacte. Air Transat a révisé ses procédures et renforcé la formation sur les mises en palier à basse altitude, les décollages par faible visibilité, l'usage du pilote automatique et les techniques de prévention et de récupération après une perte de contrôle. L'Aéroport de Québec a aussi arrêté d'accorder des autorisations nécessitant à la fois un changement de cap et une mise en palier précoce immédiatement après le décollage. Plus important encore, le fabricant du simulateur Airbus A310 utilisé par Air Transat a corrigé l'erreur de modélisation de la force de contrôle responsable d'une mauvaise formation et cette correction a été appliquée à tous les simulateurs dans le monde. Tirer ces leçons cruciales, même à partir d'incidents où personne n'a réellement été blessé, est en grande partie la raison pour laquelle l'aviation est aussi sûre aujourd'hui. Et j'espère que cette histoire vous donne peut-être un aperçu de tout ce qui doit mal tourner avant que des vies ne soient réellement perdues. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Passez une excellente journée et on se retrouve la prochaine fois. Au revoir.